famille de l'association Gomet Chesed. Comment on m'entend? On m'entend? C'est mieux. Ok, on inaugure aujourd'hui le Beth Amikdash francophone. Parmi les nombreuses activités de Gomet Chesed, on a décidé d'ouvrir cette activité pour répondre à une demande de plus en plus forte. On va commencer ce soir par le Rav Lutin, que je salue, et que je remercie d'avoir accepté notre invitation. On vous a fait passer des petits papiers, c'est uniquement pour vous tenir au courant des prochaines activités pour le public francophone et pour se ouvrir certains droits, pour élargir l'éventail de nos activités. Je passe tout de suite la parole au Rav. Bon, bah écoutez, je vous remercie de m'avoir invité, c'est sympa comme tout, ça. Mais il fallait me dire que c'était comme ça. Je suis habillé. J'aurais mis mon cravate, quelque chose. Il y a quoi à dire? Quoi la cravate? En tout cas, je suis très honoré, parce que j'ai bien compris, c'est moi qui commence le site. Bon, ben, on espère être la hauteur. Alors, il semblerait que la paracha de la semaine, on a jusqu'à quelle heure on est là? On a le temps. Attends, oui. Juste parce que je sais que tu ne vas pas faire de la publicité, dehors il y a des livres du Rav Klim qui sont à la disposition du Tzibur. Il est utile de rappeler de l'histoire de la famille de Ravani. Le Rav Eli, son frère Yoel, le Rav Klim, père. Donc les livres sont à la disposition du Tzibur au prix modique de 100 shekels pour Hamdat. Alors, on a sorti des livres, c'est un livre que j'ai écrit, merci de me le rappeler. C'est un livre que j'ai écrit en l'honneur de mon père, en se souvenir, donc c'est en fait sa vie et son œuvre, donc ceux qui l'ont connu, monsieur qui l'ont connu. C'est donc, il était grand rabbin de Lyon, et puis après de Nice, et après de son alia, à partir du moment où il était à la retraite, avec son alia, il a vécu avec nous une dizaine d'années, comme ça, à Clermont, dans le Negev. Et puis, malheureusement, il est parti trop tôt parce que, je sais pas, il avait 75 ans, c'est tôt maintenant, 75 ans, c'est plus un âge pour partir normalement. Mais bon. Et donc voilà, alors on a décidé, la première édition du livre a été écoulée depuis longtemps, et là, on a décidé de faire une deuxième, mais de le vendre au profit de Hamdat Adara. Hamdat Adara, vous connaissez tous, très certainement. Oui, c'est parfait, c'était comme ça bien avant aussi. Donc, Hamdat Adara, c'est l'institution que j'ai le plaisir de diriger depuis maintenant 23 ans. Et votre rabbin, je ne l'ai peut-être pas dit, mais ça fait longtemps qu'il travaille aussi avec nous. 2 ans? Oui. Comme le temps. Et depuis qu'il a quitté ses activités militaires. Et donc, Hamdat Adara, voilà. Si jamais vous connaissez des jeunes filles intéressées ou intéressantes, en général, c'est à partir de 18 ans, après le bac, c'est des jeunes filles qui viennent de France ou d'autres pays francophones, d'ailleurs, et qui viennent pour passer une année d'intégration en Israël, les actions de Hébreu, le Kodesh, et puis on est malade aussi. La semaine prochaine, on part à Montréal pendant 3 jours. Je crois que vous avez bien mercredi. Et voilà. Donc le livre est vendu, parce qu'en ce moment, on a quelques problèmes d'argent, donc le livre est vendu au profit de. Donc en fait, c'est pas le prix du livre. Vous faites un don de 100 shekels et vous avez droit à un livre gratuit. Alors, la paracha de la semaine, m'a-t-on dit avant que j'arrive, c'est Chaye Sarah. Chaye Sarah, il y a 2 parties également dans Chaye Sarah. 2 grandes imaos qui sont les vraies héroïnes de la paracha. Au début, c'est Sarah, bien sûr, qui a donné son nom à la paracha, puisqu'on parle de Marat Marpella, etc. Bon. Et puis à la fin, au centre, et l'essentiel de la paracha est consacré à Rivka, dont on fait connaissance dans notre paracha. Et la vérité, c'est quand on réfléchit sur la vie de Rivka, en fait, il y a 2 grands thèmes, où il y a 2 grandes histoires qui tournent autour d'elle, et dont elle est l'héroïne. Il y a d'abord ce qu'on nous raconte ici quand elle est jeune, près du puits,
le fameux Shidur, le Shidur de Rivka avec Yitzhak n'est pas le serviteur d'Abraham interposé. Et puis, et là elle nous apparaît sous un angle sympathique, et également beaucoup de Messirut Nefesh, beaucoup de Chesed, etc. Et puis ensuite, dans la paracha de la semaine prochaine, les années ont passé, et Yitzhak est devenu vieux, aveugle, et là, c'est de nouveau Rivka qui est au centre de la paracha. C'est de nouveau Rivka qui est au centre de la paracha, mais cette fois-ci, je ne sais pas comment vous voyez les choses, mais quand on lit la paracha de Toldot avec l'histoire des brachot pour la première fois, et même pour la deuxième fois d'ailleurs, il y a quand même un petit malaise. Il y a 4 personnages centraux. Il y a Yitzhak qui veut bénir Esav. Il y a le frère de Esav, Yaakov, qui va finalement être béni. Et il y a la maman, donc la femme d'Yitzhak, Rivka, qui en fait tire les ficelles. Or, il se trouve que dans cette affaire-là, sur les 4 personnages, il y en a au moins 3 dont la conduite demande à être expliquée. Et a priori, c'est une conduite un petit peu délicate, difficile à comprendre. Il y en a qu'un qui s'en sort bien, sur les 4, et ça, normal, on lui promet une bracha, on lui donne une condition, alors il fait ce qu'il faut pour l'avoir, il revient, il a rempli la condition, il s'aperçoit qu'on lui a volé la bracha, il éclate en pleurs. Un lecteur objectif qui n'a pas lu tout ce qu'il a lu après ne peut pas ne pas se sentir solidaire de ce personnage trompé, berné, misken. Et évidemment, on est en sympathie avec Esav. Par contre, les autres, comment vous dire, les autres, ça pose un problème énorme, un problème dans le moral, l'éthique, bien sûr. À commencer par Rivka. Et c'est justement cela qui fait que l'image qu'on avait de Rivka dans la paracha de Sarah ne semble pas être la même que celle que nous avons dans la paracha de Toldot. Parce que Rivka a un différend sur un problème de fond très important avec son mari, Yitzhak. J'espère, mesdames, que lorsque vous avez un différend avec votre mari, même sur un problème de fond, c'est pas comme ça que vous le résolvez. D'accord ? C'est-à-dire, si on n'est pas d'accord avec lui sur quelque chose, c'est vrai également pour les messieurs qui ne sont pas d'accord avec leur dame, s'il y a un problème, eh bien qu'est-ce qu'on fait ? On discute. S'il y a un problème, on discute, on essaie mutuellement de se convaincre. C'est le but donc c'est ce qu'on avait plus ou moins convenu tacitement quand on s'est marié. Qu'on n'a pas obligatoirement toujours les mêmes idées, les mêmes options dans la vie, mais que le jour où les salaires qu'il y a une différence, eh ben, on s'assoit ensemble, on en discute, et on essaie de voir comment est-ce qu'on peut trouver soit un terrain d'entente au milieu, soit un terrain qui convainc l'autre. Et bien là, mais pas du tout. Rivka entend que Yitzhak va faire d'après elle une bêtise, alors elle décide de tout faire pour qu'il ne la fasse pas. Et donc elle ne va pas lui expliquer pourquoi il pense que c'est une bêtise, elle va dans les coulisses tirer les ficelles et demander à son fils chéri, Yaakov, d'aller tromper son père. C'est quand même curieux. Des générations de jeunes filles et de jeunes gens ont été éduqués sur le modèle de Rivka. Quand vous avez un problème, n'essayez surtout pas de lui parler pour essayer de le résoudre, non. Essayez de le téléguider, de le berner, de lui raconter des histoires, de le tromper, etc. Parce que l'essentiel, finalement, c'est d'arriver au but. Et la fin justifie les moyens. C'est pas du tout ce qu'on a appris dans le judaïsme. On n'a jamais appris que la fin justifiait les moyens. Mais alors, pas du tout. Et au contraire. Par exemple, quelqu'un qui ferait une avéra pour pouvoir faire une mitzvah, je sais pas, tu voles un loulav pour pouvoir ensuite faire la mitzvah, et bien la femme dit que le loulav, il n'est pas bon et tu n'as pas fait la mitzvah. C'est ce qu'on appelle mitzvah, haba'a et avera. Une mitzvah qui provient à partir d'une avéra, ben, c'est pas une mitzvah.
C'est pas considéré comme une mitzvah. Alors, la fin ne justifie pas les moyens. C'est faux. Et c'est très curieux de voir que Rivka se conduit comme elle se conduit vis-à-vis de son mari. Le deuxième personnage qui a une conduite un peu curieuse, qui demande aussi explication, c'est lequel? Yaakov. Voilà maman qui dit à Yaakov, voilà mon fils, j'ai une idée, peut-être tu vas te faire avoir parce que ton père essaie de venir et ça, c'est pas ça qui doit se passer normalement, on est bien d'accord tous les deux. Alors, ce que tu vas faire, tu vas te faire passer pour ton frère, comme de toute façon, ton père il est aveugle, il ne verra rien du tout, et tu auras la bafla. Et je sais pas moi, même si on n'est pas Yaakov Avinu, si quelqu'un te propose un deal pareil, qu'est-ce que tu lui réponds? Si c'est ta mère, tu lui dis, mais maman, on fait pas ça. Et ne me mets pas dans une situation horrible où je suis obligé de choisir entre t'écouter toi et tromper mon père. Et alors, vous me direz, ben oui, ben justement, il hésite. Oui, il hésite. Mais pas pour les bonnes raisons. Vous vous rappelez pourquoi, qu'est-ce qui fait hésiter C'est-à-dire, peut-être que ça va pas marcher. La seule chose qui intéresse, c'est oui, t'es sûr que ça va marcher, mais ça va pas marcher, hein, parce que comment tu veux que je me fasse passer pour mon frère? Lui, il est poilu, moi je suis mondique, là, il va me tâter, si mon père il me tâte, et bien ensuite j'aurai une clara, j'aurai pas une bracha. Ce à quoi elle répond, si jamais ça arrive, t'inquiète pas, je prends ça sur moi. C'est de là qu'on apprend que Rivka était juive tunisienne, puisqu'elle dit à son fils, c'est sur moi mon fils, t'inquiète pas, c'est sur moi. Ce qui évidemment n'est pas juste non plus, puisqu'on vient de dire qu'on ne peut pas faire des mitzvot à partir des avéras. Et puis un autre principe juridique que vous connaissez sûrement, c'est en shaliach lidvar avera. C'est-à-dire que, nous sommes de la shkifut, quand tu envoies quelqu'un et qui fait les choses à ton nom, c'est comme si toi tu l'avais fait, ben ça marche que pour les mitzvot, mais ça ne marche pas pour les avéros. En shaliach lidvar avera. Oh, c'est gentil. Ah, parce que je ne pas bien. Non, je vais bientôt m'arrêter pour poser une question, parce que je dois boire 2-3 gorgées avant de s'envoler. J'ai prévu la question juste à ce moment-là. Il faudra réfléchir un petit peu quand même en fait. Alors, qu'est-ce que je suis en train de vous raconter? Oui, c'est-à-dire que El Shaliach Libaver, ça veut dire El Shaliach Libaver, ça veut dire que si j'envoie quelqu'un faire une mitzvah en mon nom et qu'il l'accomplit, c'est comme si moi j'avais fait la mitzvah, d'accord? C'est valable pour toutes les mitzvahs. Donc c'est pour ça que tu peux faire le kidouche à la place de quelqu'un qui dit Amen, que je donne le chauffard, le etc. Tu peux faire la mitzvah pour quelqu'un d'autre, c'est comme si lui il a fait la mitzvah. Par contre, pour la Avera, pas du tout, El Shaliach Lidvar Avera. Si tu envoies quelqu'un faire une Avera, tu ne peux pas lui dire après, c'est moi qui prends la Avera sur moi. C'est le type qui fait la Avera qui est considéré comme l'auteur de la Avera. On ne peut pas dire oui, mais c'est pas moi, c'est l'autre qui m'a demandé. Ouais, mais toi, t'as un cerveau, toi. On te dit de faire un truc qui ne va pas, tu réfléchis 2 fois et puis tu dis non. Comment dit le Talmud pour expliquer ce principe qui semble logique? Il dit divrei harav, divrei hatamid, divrei mishamim. Si le prof il dit un truc, le rav il dit un truc et l'élève te dit un autre truc, le contraire, tu écoutes qui? Le prof ou l'élève? Ben, le prof. Et bien Dieu il t'a dit ne trompe pas ton père. Et ta mère elle te dit trompe ton père. Qui t'écoute? Tu écoutes le bon Dieu, tu n'écoutes pas ta mère. Ton père il te dit transgresse Shabbat, et le bon Dieu te dit transgresse pas Shabbat. T'écoutes qui? T'écoutes le bon Dieu, t'écoutes pas ton père. Et si t'écoutes ton père, ne dis pas celui qui t'a envoyé, c'est toi qui es responsable. C'est comme ça chez nous. C'est pas moi, c'est l'autre qui m'a envoyé. C'est ce qu'on dit, les Havdil Elef Al-Ferdalot, bien sûr. Mais c'est ce qu'on dit tous les criminels de guerre, lorsqu'on les a accusés après d'avoir fait des trucs qu'ils n'auraient pas dû faire, ils ont dit, bah, c'est pas nous, on a reçu des ordres, on n'était que les exécutants. Elle casse d'avoir t'es l'exécutant. Et là, Yaakov il dit à sa mère, au lieu de lui dire, maman, je ne fais pas ça. Tu peux pas me demander un truc pareil, je ne fais pas ça. Au lieu de lui dire ça, qu'est-ce qu'il dit? Mais si j'avais une pâte. C'est tout ce qui te dérange. Donc, il y a un problème. C'est le problème de l'attitude de Rivka vis-à-vis de son mari. Et il y a un deuxième problème, c'est l'attitude de Yaakov vis-à-vis de son père. Il y a un troisième personnage aussi, même si c'est pas aussi grave, mais malgré tout, ça demande à être expliqué. C'est lequel? Yitzhak. Parce que
D'accord, il est aveugle, c'est bien. Enfin, d'abord, il n'a pas été aveugle depuis le début, il était clairvoyant avant d'être aveugle, et ensuite, même si tu ne vois pas clair, c'est quand même pas sorcier de faire la différence entre Yaakov et Esav. C'est vrai qu'ils sont jumeaux, mais enfin bon. La voix aussi. Pardon? La voix aussi. Peut-être la voix, ouais, enfin, on va parler de la voix tout à l'heure. La voix, c'est un petit peu. Quand il dit t'as la voix de Yaakov, je ne suis pas sûr qu'il veut dire par là qu'ils n'avaient pas la même voix, parce que. Puisque sinon, il aurait tout de suite vu que c'était Yaakov, on l'a entendu. Et quand il dit Yaakov, dans Yaakov, je suppose qu'il veut dire tu parles comme Yaakov, pas que tu as la même. Je suppose au contraire qu'ils avaient la même voix, et c'est pour ça qu'au début, il y a eu une confusion. Il dit approche, que je vois que. Parce qu'avec la voix toute seule, je n'y arrive pas. Je pense au contraire qu'ils avaient. En tout cas, ça ne serait pas arrivé, cette affaire-là, si Yitzhak aurait simplement dit ce que n'importe qui aurait été à sa place, entre les deux, si vraiment tu dois en choisir un, ben, c'est sûr que le type qui est Yoshev Ohalim, le type qui est assis dans les tentes de son père et qui étudie toute la journée, il a quand même 1000 fois plus de mérite que l'autre qui connaît qu'un truc, c'est son estomac, et c'est un bon chasseur. Bon, très bien, c'est bien d'être un bon chasseur, mais enfin, le peuple juif ne se vante pas du fait que ses grands-parents, ses aïeux étaient des chasseurs. D'accord ? Fermez les fenêtres, mesdames. Si vous avez froid, fermez les fenêtres. Par contre. Oui, sur le matériel. Non, ferme les fenêtres. Ah, il n'y a pas de matériel en fait. Il y a juste un trou qui est. Non, ferme, si ça vous dérange. Prenez votre temps, prenez votre temps, parce que justement, c'est ça qui poser des questions. Super, on va un peu. Oui, vous aviez raison, là. Il y avait mal Parfait. C'est moi qui vous remercie. Donc je disais que Yitzhak également, il a des comptes à nous rendre. Non pas au niveau, pas qu'il a fait quelque chose de mal en soi, mais enfin son erreur de jugement semble quand même énorme. Depuis le début déjà, depuis la naissance, depuis qu'ils grandissent les deux, et d'après Mirage même, quand ils étaient encore dans le ventre de leur mère déjà, mais certainement depuis qu'ils grandissent, on voit très bien que chacun choisit une voie différente et qu'ils n'ont rien de comparable. Et l'un, il met plutôt l'accent sur le côté matériel, l'autre sur le côté spirituel. L'autre, il mange bien, et l'autre, ça ne dérange pas de manger ce qu'il mange. L'essentiel, c'est d'étudier. Et toi, tu dois choisir entre les deux et tu choisis le monde. Et pour que les choses soient bien claires, au moment de faire la bracha, qu'est-ce que tu lui dis? Tu lui dis pas, fais-moi un petit Torah, mon fils, et je te ferai une bracha. Tu lui dis, fais-moi un bon couscous, mais comme je l'aime, hein, pas n'importe comment. Et ça, à ce moment-là, je te fais une bracha. On parle de Yitzhak. Yitzhak, c'est le plus rouchani des trois, nous disent les textes. Yitzhak, c'est celui qui a donné sa vie pour la cadeau. C'est la Kedah, c'est le Olatmima, c'est Yitzhak. Et Yitzhak, il dit je te bénis si tu me fais à manger. Si tu ne me fais pas à manger, laisse tomber. Et si Yitzhak, il avait été clairvoyant depuis le début, rien de tout ça serait arrivé. Et Rivka n'aurait pas eu besoin de prendre des chemins détournés, et Yaakov n'aurait pas été mis dans une situation délicate. Donc lui aussi, il a des comptes à nous rendre. C'est ce que je disais, quoi. Le seul qui s'en sort bien dans l'affaire, c'est Esav. Lui, ça va, il n'y a rien à dire, quoi. Mais les trois autres, franchement, c'est un peu gênant, tout ça. Non? Alors pourquoi je parle de Toldot, en fait, alors que la paracha c'est Chayei Sarah? C'est pas parce que j'ai un truc à dire sur Toldot et pas sur Chayei Sarah que vous êtes en train de me soupçonner. C'est pas gentil, je suis pas comme ça. Ça me permet pas. Non, c'est parce que je pense très sincèrement que vous savez, il y a une grande question quand on étudie Rivka, la première apparition de Rivka, donc celle de Chayei Sarah, près du puits là-bas, il y a une grande question que tout le monde pose, c'est pourquoi la Torah, elle raconte tellement de détails sur cette affaire-là. D'accord, alors, bon, il arrive Eliezer, je l'appelle Eliezer parce que c'est comme ça qu'on l'appelle, mais dans la Torah, c'est pas écrit qu'il s'appelle Eliezer. Enfin, on sait qu'Abraham, il a un serviteur qui s'appelle Eliezer.
Et ce que je veux dire, c'est que c'est pas écrit que c'est lui qui l'a. On l'appelle juste arrivé là-bas. Ouais. Enfin, on suppose que c'est lui, il n'y a pas d'autre. En tout cas, on nous raconte dans le détail quel est le test qu'il avait imaginé, le fameux Eliezer, comment est-ce que ça va se réaliser. Donc on te raconte ça en direct, et puis on te raconte ça de nouveau en différé, dans tous les détails. Au moment où il raconte tout ça à ses hôtes, donc à la famille de Rivka. Au lieu que la Torah écrive et il leur a raconté ce qui lui est arrivé, non. Et voilà ce qui s'est passé, et voilà, alors j'ai dit comme ça, elle a fait comme ci, on le sait ça, nous. Bon, eux ils ne le savent pas, mais nous, pourquoi on est obligé de subir ça une deuxième fois, on l'a compris. Et c'est raconté évidemment avec beaucoup de détails. Alors de là, on apprend toutes sortes de choses sur l'importance de la manière que les Avdé à votre part, et c'est sans doute de là qu'on peut apprendre plus de choses que tout ça. Ok, d'accord, enfin, ça aurait été mieux quand même si on n'était pas obligé de faire toutes ces acrobaties pour répondre à la question, si on aurait fait en sorte qu'il n'y ait pas de question, tout simplement. C'est-à-dire de raconter l'histoire une fois pour toutes. Et même la première fois, il y a quand même des détails qui sont. Bon, il a 10 chameaux, bon, très bien, il s'est réveillé 8, bah non, c'est pas mal, il a 10 chameaux. Et puis, si elle me dit ça, elle fait comme ça. Enfin, alors en général, on répond que justement, c'est ça qui vient d'apprendre la grandeur de Rivka. Mais il y a quand même des détails qui ne sont pas liés à ça. Par exemple, le fait qu'il était assis gentiment pendant tout ce temps et qu'il la regardé faire, c'est pas obligatoirement lié à la recette de Rivka, mais c'est plutôt lié à quelque chose qui concerne Eliezer lui-même. Mais pourquoi je dis tout ça? Parce que cette question, qui a eu plusieurs réponses, elle en a peut-être une supplémentaire, c'est de dire que c'est uniquement parce que je connais bien Rivka, grâce aux détails de la paracha de Sarah, que je peux répondre vraiment aux questions que je viens de poser concernant l'attitude de Rivka dans la paracha de Toldot. Vous comprenez? C'est-à-dire, Toldot en fait est lié à Sarah. Je ne peux pas vraiment comprendre Toldot si tu ne connais pas Sarah. En fait, comme on dit dans la littérature française, le récit de Sarah, c'est-à-dire le récit de Rivka auprès du puits, existe pour camper le personnage, comme ça on dit en français, pour camper le personnage. C'est-à-dire pour que tu aies une vision juste de qui est Rivka. Et c'est seulement lorsque tu sauras bien qui est Rivka que tu pourras comprendre comment est-ce qu'elle réagit, pourquoi elle réagit après. Et donc, si vous voulez, pour répondre aux questions qu'on vient de se poser, on est obligé de faire un retour en arrière, de regarder ce qui s'est passé autour du puits. C'est ce que je vous propose de faire pour l'instant avec vous. Pendant les quelques minutes qui nous restent. Alors, qu'est-ce qui s'est passé près du puits? Eh bien, arrive donc le fameux Eliezer. Je vous rappelle quand même qu'Avram ne lui avait pas dit qu'il devait prendre obligatoirement une fille de sa famille. Il avait dit une fille du coin là-bas, parce que sans doute que dans le coin, on a des manières de se conduire qui sont meilleures que celles des filles de Canaan. Donc, il lui demande d'aller chercher plutôt là-bas, l'éducation apparemment est meilleure. Okay? Mais vous comprenez que s'il lui avait dit, Abraham à Eliezer, je veux quelqu'un de ma famille, il ne serait pas allé près du puits pour la trouver. Il serait allé directement chez la famille en question. Il aurait demandé où est-ce qu'elle habite, et puis il aurait essayé d'arriver, il aurait voir les cousines ou les filles, pour il aurait choisi une d'entre elles. Donc, s'il est près du puits, c'est qu'a priori déjà, il n'a pas obligatoirement l'intention de trouver réellement la fille de la famille. Okay? Et ensuite, donc, cette jeune fille vient, il ne sait toujours pas qui elle est, mais ce n'est pas ça qui est important, parce que ce qui l'intéresse, c'est de la tester au niveau de sa personnalité. Et donc, si jamais elle me dit, mais bien sûr, je te donnerai à boire, et je donnerai également à boire à tes chameaux, alors à ce moment-là, je peux savoir que c'est celle que Dieu a voulu pour mon maître. Ok? Voilà ce que Eliezer dit. Alors, regardez comment les choses sont écrites. Ok. ואמרה אליי, לוקחי יותר, ואומרה לה, גם אתה שתה וגם מתמלך האישה, והיא האישה שהוכיח השם לדבר אליי. אני טרם מחלל לדבר אל ליבי, והנה רבקה יוצאת. Et il avait à peine terminé de parler, et voilà que Rivka sort déjà du puits. Et il lui dit ce qu'il avait voulu lui dire, et à ce moment-là, donc il a pris les différentes questions, il est arrivé près du puits, il a raconté ce qu'il avait raconté, והנה, הנערה אשר אמר לה, התינה קדך וישתה, ואמר שתה וגם מתמלך הישחי, אותה הוכחת להבדיך ליצחק.
Il n'a même pas fini de parler, mais il est Rivka Yosef. Alors nous, on sait que c'est une fille de la famille parce que le pasteur nous le dit à nous, mais lui, il ne le sait toujours pas. La Nahara, Torah Parénom, etc. Et là, on ne sait toujours pas si ça a marché parce que qu'est-ce qu'elle lui répond? Elle lui répond simplement bois. Elle ne lui dit pas bois, et puis je donnerai également à tes chameaux. Elle dit bois. Et donc nous, on est encore en suspense. Est-ce que c'est vraiment elle ou pas? C'est fou ce qu'elle court, la jeune fille. Depuis le début, elle n'arrête pas de courir. La Torah de Kada Agata, Tashkeo, Techalashkoto, Gam Adim Kilou Lishtot. Adim Kilou Lishtot, ça veut dire jusqu'à ce qu'il n'ait plus soif. Et c'est pour ça qu'on précise que les bichons. Parce qu'un chameau, ça boit beaucoup. Chaque année, quand on fait un petit bout avec des filles Fémet Adaram, là où il y a les chameaux, on pose la question au bédouin de service, combien il boit le chameau? Et chaque fois, il me donne la réponse, et chaque fois, on est ébahi. Et chaque fois, je vous dis. En tout cas, c'est des dizaines de litres. Ça fait combien de litres? 130. 130, sans rigoler, c'est mal. 130 litres, bah voilà. C'est incroyable. Alors imaginez 130 litres, un chameau qui vient de voyager. On a besoin de le remplir. Maintenant, il n'est pas seul, il y en a 10. 1300 litres. Et combien le cadre de Rivka il peut contenir le grand max? D'après les cabines qu'il y a sur les photos, pas grand-chose. Alors disons que sur les photos, on exagère un petit peu, on réduit trop. Ok, 2 litres, 3 litres. Vous savez combien de fois il va faire l'aller-retour? Et c'est des heures de boulot, ça. C'est des heures de travail. Et alors, Adim Kilou Lishtot, c'est pas que j'en donne un petit peu, une fois qu'ils sont un petit peu, j'arrête. Non, Adim Kilou Lishtot. Batemaer, Bate'al, Kanta et la Shoket, Batamot, Oh de la Béa Lishot, Batisham, les Chol Malam. Et qu'est-ce qu'il fait lui pendant ce temps? Il regarde. Non. Incroyable. Des heures il regarde. Nous, on sait pourquoi il ne fait rien. Pourquoi il ne fait rien? Pourquoi il ne vient pas l'aider, comme un gentleman? Pourquoi? Parce que justement, elle sait le test. Ok? Nous, on le sait. Mais qui c'est qui ne sait pas? Elle ne sait pas que c'est un test. Alors, franchement, en général, qu'est-ce qu'on dit de Rivka près du puits? On dit qu'elle a beaucoup de chesed. Ouais, c'est vrai. Mais enfin, il y a autre chose également chez Rivka. Il n'y a pas que du chesed ici. Parce que moi, à la place de Rivka, au bout du, 15e, aller-retour, j'aurais pris mon cadre. Parce que le bonhomme, il avait l'air bien portant, quoi. Lui, en plus, il avait des petits chameaux, il n'était pas seul, hein. Il y avait ses copains aussi. Ils étaient tout ça, les Jabaris, ils sont là, tranquilles. Ils regardent. Pendant ça, la jeune fille, elle fait. Je ne dis même pas qu'elle a déjà lavé, parce qu'elle est commentaires. Elle fait l'aller-retour, Mais moi, au bout d'un moment, je prends le cadre et je lui balance au visage. Parce que là, la elle dit bien que lorsque tu te promènes et que tu vois quelqu'un qui a besoin de toi, tu es obligé de t'arrêter pour l'aider. Comme ça, c'est écrit. Si tu n'as pas une autre mitzvah à faire, bien sûr, c'est une autre mitzvah à faire. Non, alors, au sec de mitzvah, pas trop, mais la mitzvah. Tu vas à mariage, tu es obligé. Mais si tu n'as pas d'autre mitzvah à faire, tu vois quelqu'un, il a crevé un peu sur le côté de la route. Et toi, tu es quoi? Tu es en train de partir en vacances sur le Kinéret. Tu n'as pas le droit de continuer, c'est écrit explicitement. On n'a pas le droit de faire comme si on n'a pas vu. Tu vas t'arrêter, tu dois l'aider. Comme ça, c'est écrit. Mais si le type que tu veux aider, il voit que tu t'arrêtes, et il dit ah, très bien, c'est bien que tu sois aidé parce que justement, tu as une mitzvah. Alors tu sais quoi, je vais t'aider à faire ça. Tu vois le cric, tu vois le machin, tu vas dire tiens, prends ça. Et voilà, ça c'est le pneu, ça c'est le machin, et l'autre il va tranquillement le regarder faire. Ouais. Évidemment que c'est pas ça que la Torah demande. Parce que c'est écrit Azov d'Azov, Imo, pas à sa place. Si lui il t'aide aussi, alors toi tu l'aides, mais pas, on n'est pas flyer, comme on dit chez nous, en Bolivie. Alors la vérité, la Rivka en question, elle aurait pu au bout d'un moment, après 1 heure, 2 heures, je dis bon ça va, hein, ça suffit. Puis surtout qu'elle a certainement pensé, qu'est-ce qu'il pense de moi? Il pense que je suis naïve, il pense que je suis une bonne poire, il pense que je suis une flyer. Ok? C'est pas agréable. Or, qu'est-ce qu'elle fait? Elle continue. Ad kilo lishtot. Parce que la deuxième mida de Rivka, de laquelle on ne parle pas toujours quand on étudie le texte, à part le chesed,
À part le chesed, la deuxième mida, c'est la volonté d'aller jusqu'au bout. C'est le fait d'avoir un objectif et de ne pas se laisser détourner. C'est surtout le fait de ne pas se laisser sensibiliser par la grande question qu'est-ce que l'autre y pense de moi. J'ai décidé une fois pour toutes, c'est ça que je dois faire, et bien je le fais. Si quelqu'un m'aide, tant mieux. Si personne ne m'aide, je le fais quand même. Il pense de moi que je suis un petit peu stupide, c'est son problème. Moi, j'ai décidé que je devais le faire, je vais jusqu'au bout. Rivka, c'est quelqu'un qui sait ce qu'elle veut. Et elle sait exactement comment réaliser ce qu'elle veut. Et même quand elle ne sait pas, elle prend sur elle des paris, des édigarim, et puis des défis, et elle va jusqu'au bout. C'est pas seulement avec l'histoire du chameau. Juste après, quand elle vient sans broncher, sans lui faire aucune remarque, quand elle a terminé, et que lui, sauf, il lui dit, moi, franchement, c'est sympa, alors je te donne des cadeaux, il lui donne des cadeaux et tout. Après, il lui dit, est-ce que, voilà, nous on vient de loin, est-ce que tu n'aurais pas par hasard un endroit pour qu'on puisse passer la nuit? Est-ce qu'il y a un endroit chez vous pour qu'on puisse passer la nuit? Matourner elle là, elle lui répond, non seulement il y a un endroit pour dormir pour toi, Gam TV, Gam Ispo, il y a de la paille, il y a du foin pour les animaux, Gam Makom la lune, il y a de l'endroit pour dormir, et alors évidemment il est très content. Oui, mais d'où elle sait qu'il y a tellement d'endroits chez elle? Elle connaît la maison. Elle connaît la maison, mais ça fait quand même quelques heures qu'elle est partie. Il va savoir si entre-temps le père ou la mère n'ont pas fait plein d'invités, etc., comme ça arrive souvent. Moi, ma fille, elle a pris exemple sur Rivka, et mon fils aussi. Et l'autre aussi d'ailleurs. Et l'autre fille aussi. Il peut très bien, le vendredi soir, tout d'un coup, revenir à la maison sans prévenir en disant voilà, je t'ai amené 2-3 invités, etc. Bon, d'accord. Mais normalement, les gens normalement constitués, comme c'est des enfants, et ben, avant d'inviter des étrangers, on dit attends 2 minutes, je vérifie. Et elle court, elle est censée courir vers ses parents, et il veut dire voilà, il y a des. Mais là, pas du tout. D'abord, elle répond, d'abord, elle dit il n'y a pas de problème, et après seulement, elle va avec eux là-bas. Et s'il y a un problème, elle va retrouver ailleurs. C'est-à-dire que d'abord, elle se fixe comme objectif de résoudre le problème X, et après, elle réfléchit réellement si elle peut le faire ou pas. De toute façon, pour elle, il n'y a pas de doute, on peut le faire. De cette manière-là, d'une autre manière. Mais de toute façon, on le fait. Ça s'appelle, à l'armée, ça s'appelle Dvekut Bamatala. Tu as un but, tu y vas jusqu'au bout. Ça ne marche pas comme ça marchera autrement. Dvekut Bamatala. Ça, c'est le cas. Je la vois très bien rentrer à la maison, et son père lui dit tu vas aller chercher de l'eau. Il y a 10 heures. Il dit ça fait. Ah ouais, je t'expliquerai. Non, mais de toute façon, il y a plusieurs gens. Parce que j'ai trouvé une dizaine connus là-bas avec des chameaux, et je les ai invités. C'est bon, hein? Mais il a dû être habitué, le Bétuel en question. Et regardez, ça continue. Parce qu'après, quand il raconte tout ça, voilà ce qui s'est passé, tout ça, etc. Juste quand il termine de raconter, ah, c'est formidable, la chaîne, etc. Bon, alors, voilà, je vais te dire d'aveu pour Chidour. Ah bon? Ouais, ben écoute, on peut rien dire, hein, un truc comme ça, c'est sûr. D'accord. Non, mais maintenant. Ah ben oui, tu vas pas me retarder. Bon, je viens dormir avec la ville, et demain matin, on s'en va. Avec la fille. Mais c'est pas comme ça qu'on fait. On dit d'accord, c'est au principe. Mais il y a toute une période. Il y a une période qu'on appelle les fiançailles, on appelle ça comme vous voulez, où la fille, elle est sévère, elle doit se marier, elle sait que, mais en attendant, il faut préparer la dot, il faut préparer psychologiquement, il faut préparer tout ça. Donc c'est au revoir toute la famille, c'est bon. Et après, je sais pas, comment il dit, qu'elle reste avec nous un petit peu, quoi, Yamine, on la sort. Et l'autre dit, ah non, j'ai pas que ça à faire, hein. Moi je rentre avec elle, hein, c'est tout. Alors eux, je suis un petit peu surpris quand même. Alors, il leur dit, ne me retardez pas. Ma chère ici, Arbalki, Chalchoni, Echal, Yombo, ils disent, regarde. Mikra à la mère, on va demander à la jeune fille ce qu'elle en pense quand même. De là, j'apprends du dosage, quand on se marie, il faut demander l'accord de la fille. On me dirait, c'est un peu normal, hein? Oui, c'est un peu normal, mais enfin, les trucs qui sont normaux, il faut le dire. Là, il écrit, Rivka. Il
Vayomro Eléa. Et alors ils ont appelé Rivka, ils lui ont demandé Atelchi Maïchazé. Et elle répond. Alors, au lieu de répondre, bah écoute, je suis à d'un côté, je comprends qu'il faudrait peut-être que je reste un petit peu parce qu'il faut préparer la dot et préparer les trucs. Mais de l'autre côté, quand même, il vient de loin, ça se fait pas, peut-être que j'y vais quand même, qu'est-ce qu'on pense là? Non, va tomber à 2 points les guillemets et l'air. Comme si elle avait déjà réfléchi à la réponse avant, et comme si elle était en train de leur dire, mais vous pouvez penser ce que vous voulez. De toute façon, moi j'ai décidé que j'y aille, et alors j'y vais. C'est tout. C'est-à-dire que Rivka donne d'elle-même une image dans cette paracha de Vaïsara, une image de quelqu'un qui est déterminé, qui sait ce qu'elle veut, qui se moque complètement de ce que les gens peuvent penser, de ce qu'elle a choisi. Et que même si c'est un chemin qui n'est pas le chemin le plus découbal, le plus courant, à partir du moment où elle pense que c'est ça qu'il doit faire, elle le fait. Elle le fait. Ça peut lui coûter plein de choses, peut-être que les gens vont se moquer d'elle. C'est ça qu'on a, je le fais. Vous comprenez? Rivka, la première vraie féministe du Tanakh, en tout cas. Elle avait que 3 ans. Bon, alors ça, je ne rentrerai pas dans ce... Elle a 10 ans. D'où vous savez qu'elle est pas là? Mais elle a 3 ans. D'où vous savez là? Ah, on le sait. On le sait pourquoi? Parce que la maîtresse au Ghana, elle nous a dit qu'elle n'avait pas là. Ah ben non, c'est pas écrit dans la loi, voilà, c'est ça. Dans les fâchés. Ah ben oui, dans les fâchés, oui, mais c'est pas dans la loi. Dans certains, les fâchés. Une fois, la deuxième, il y a très longtemps, je venais d'arriver, enfin, il y a quelques années, enfin, moi, je venais de faire mon alia, et à ma fille, qui rentre de l'école, elle avait, je sais pas, 6 ans, 7 ans, qui t'avait. Elle rentre de l'école, elle me dit la chose suivante. Elle me dit, ah, vas-y, t'as tout, va Torah, va la Nilo Mamina. Papa s'est écrit dans la Torah, mais j'y crois pas. Et moi, je me dis, on a fait des efforts pour faire une alia, pour vivre dans un guichou d'Eti, envoyer la gosse dans une école d'Etia, où il n'y a que des filles. Elle revient à la maison et qu'est-ce qu'elle me dit? C'est écrit dans la Torah, je crois pas. Alors j'ai dit, ma fille, qu'est-ce qui est écrit dans la Torah, tu crois pas? Elle m'a dit la Mora que Rivka, elle est allée chercher pour 10 chameaux de l'eau et elle avait 3 ans. C'est ce que vous avez à 3 ans, une petite soeur qui a 3 ans. Incapable, la petite soeur, d'aller chercher de l'eau pendant 10 heures de suite, hein, c'est impossible. Et là, des fois, tu te dis, mais qu'est-ce que la Mora, elle cherchait en disant ça? Puisque c'est pas écrit dans le texte. Pourquoi tu le dis? Que Rachid le dit, parce qu'il fait des calculs, et là, ok. Mais franchement, d'abord, on peut faire des calculs différents, si vraiment on veut. Et ensuite, je ne vois pas très bien ce que ça nous a. Enfin bon, et son premier, c'est un autre débat. En tout cas, 3 ans, pas 3 ans, cette fille est une vie déterminée, elle sait ce qu'elle veut. Elle sait tellement ce qu'elle veut qu'on se demande comment ça va marcher avec Yitzhak, vous voyez? Non, parce que Yitzhak, ce qu'on peut dire sur lui, jusqu'à présent, c'est quelqu'un qui, comme on l'a dit tout à l'heure, est arrivé à un niveau très important, bien sûr, la Kedah, tout ce que vous voulez. Mais enfin bon, résumons un petit peu la vie d'Yitzhak. Est-ce que vous vous rappelez de quelque chose que Yitzhak aurait fait de lui-même, de sa propre initiative, sans qu'il le fasse en tant que fils de son père ou en tant que père de son fils? Est-ce que vous vous rappelez d'un truc qu'il a fait en tant que Yitzhak? Cherchez pas, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. C'est-à-dire, Yitzhak, c'est celui, le premier homme à qui on fait la Brit Mila quand il a 8 jours. Il y en a d'autres qui l'ont fait avant, mais ils n'avaient pas 8 jours. Vous pouvez dire non, non, lui, on lui fait la Brit Mila quand il a 8 jours. C'est le premier qu'on va sacrifier sans trop lui demander son avis, même si apparemment il n'est pas opposé. C'est celui qu'on va lui chercher la femme qui lui convient d'après nous. Son père et son fils n'avaient pas besoin d'intermédiaire pour faire un chido, ils ont trouvé tout ça. Mais lui, on lui trouve un chido, et c'est même celui, dans la paracha de Toldos, à qui on va faire bénir ce qu'on a décidé qu'il devrait bénir. Alors que bénir son enfant, quand même, c'est un privilège qui est accordé au père. De choisir quel bracha donner à quel enfant. Non, on a décidé qu'il bénirait autre chose. On a l'impression... Avec les histoires des filles, avec Abimelech, on lui cherche les histoires, il ne réagit pas, il s'en va. Oui, c'est-à-dire qu'on a vraiment l'impression, on a vraiment l'impression que s'il y a quelque chose qui est très marquant de la personnalité d'Yitzhak, c'est la facilité. C'est la facilité, et surtout quand tu compares la vie de Yitzhak à la vie d'Abraham, ou à la vie d'un
Yaakov, qui sont en mouvement perpétuel, qui font chaque chapitre c'est autre chose. Et ils font des traités de paix, des guerres, des trucs, des machins. Et là, Yitzhak, on a l'impression que c'est celui qui se laisse entraîner dans une sorte de chemin que peut-être ça lui convient, peut-être ça ne lui convient pas, mais en tout cas, on n'a pas l'impression qu'il prend lui-même l'initiative. Oui, il y a une chose qu'il a fait tout seul. Il a creusé des puits. Mais la vérité, c'est même pas ses propres puits. Ce sont les puits de son père qui ont été rebouchés par les ennemis ou par les gens mal intentionnés. Alors, il les a remis à l'ordre du jour. Il les a redébouchés, si vous voulez. Ce qui est évidemment très symbolique. Pourquoi c'est symbolique? Parce que si Abraham, c'est celui qui commence la révolution, Yitzhak, c'est quoi son rôle? Qui n'est pas moins grand. C'est de faire en sorte que la révolution, elle tienne, elle perdure. Parce que faire la révolution, c'est bien joli. Mais si la génération d'après, elle n'a pas envie de continuer, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Il y a exactement 100 ans, presque jour pour jour, un journal est sorti à Londres, dans lequel on a lancé en première page une grande révolution en Russie. Après que le tsar ait été tué, et après qu'il y ait eu un petit gouvernement comme ça démocratique, on a décidé de prendre le pouvoir. Qui a décidé de prendre le pouvoir? Les bolcheviks. Et ils ont décidé de changer complètement la manière de gérer le grand empire de Russie. D'abord, ils arrêtent la guerre déjà, et ensuite, ils vont commencer un truc qui s'appelle le communisme. Grande révolution, ça occupe toute la première page du journal. Je me semble que c'est le Time, mais peut-être je me trompe. Et en page intérieure, un petit encadré, Lord Balfour vient d'accorder une déclaration dans laquelle il reconnaît le droit des Juifs à fonder un foyer national en Palestine. Deux révolutions qui commencent le même jour. Mais regardez, qu'est-ce qui est arrivé avec la première et qu'est-ce qui est arrivé avec la deuxième. Elle n'a pas tenu et l'autre, elle a duré. La première, elle a tenu 70 ans, elle a fait peur au monde entier. Et au bout de 70 ans, elle s'est écroulée comme un château de cartes, sans coup férir. Et la deuxième, elle est là. La deuxième, elle est là. Ouais, la deuxième, elle est là, et puis chaque jour, elle se renforce, et les attachés continuent à se renforcer en pendant très très longtemps. Pourquoi? Parce que pour qu'une révolution elle marche, il ne faut pas seulement qu'elle soit belle, qu'elle soit juste, qu'elle soit basée sur des choses qui sont des valeurs sûres. Mais il faut également, à parler de Dieu bien sûr, il faut également des gens qui sont prêts non pas seulement à la faire cette révolution, mais à la perpétuer. Même si c'est moins glorieux. Parce que quand tu fais la révolution, évidemment, tu as ton nom dans le journal, tout le monde parle de toi, tu as l'adrénaline, etc. Mais une fois que c'est fait, tu es né dans un truc qui a été fait par ton père, à toi de faire en sorte que le puits reste ouvert. C'est pas toujours évident. Alors Yitzhak, c'est celui, parce que quand on dit il est passif, on a souvent l'impression que c'est un peu le dénigré. Non, c'est pas dénigré. C'est ingrat, son rôle, mais c'est un rôle très important. Il doit perpétuer la révolution d'Abraham. Il doit la passer à Yaakov pour qu'après 3 générations, ça ait un saut de Chazaka et que ça finisse par durer dans le monde et laisser son empreinte dans le monde. Mais c'est vrai que dans la pratique, objectivement, c'est un aveugle, au sens propre comme au sens figuré. Vous n'entendez pas réellement la parole de Yitzhak dans le fromage. Il ne parle pas beaucoup. Et il regarde évidemment pas tellement le monde extérieur, parce que comme il est aveugle, alors son monde à lui, c'est un monde intérieur. Comme vous le savez, les aveugles ont une sensibilité énorme, et ils ont un monde intérieur qui est bien plus riche que le nôtre. Parce que nous, évidemment, à force de voir ce qui se passe autour, on a moins de temps de se concentrer sur nous-mêmes. Israël, c'est lui qui se concentre sur soi-même, très passif, très silencieux, très profond, très spirituel, mais pas du tout expansif, vous voyez. Et Rivka. Et bien Rivka, on vient de le dire, c'est celle la combattante, qui va jusqu'au bout, etc. Comment est-ce que ces deux caractères qui se semblent un petit peu opposés, comment ces deux caractères finiront par s'entendre? Vous allez me dire, mais justement, c'est comme ça que ça marche. Il faut toujours qu'il y en ait un des deux qui. L'autre. C'est possible. C'est possible. Moi, je préfère dire autre chose. Je préfère dire que si ça a marché, parce que c'est vrai que par rapport à Abraham et ses 2 femmes, par rapport à Yaakov et ses 4 femmes, on a l'impression que le couple Yitzhak-Rivka est un couple qui marche beaucoup mieux. Il y a moins de tension. Et la vérité, si ça marche bien, c'est pas seulement parce qu'il n'y a qu'une seule Rivka dans la maison, mais c'est également parce que Rivka,
il lui arrive quelque chose quand elle rencontre pour la première fois Yitzhak. Elle tombe du chameau, dis-donc. Qui c'est le bonhomme qui vient vers nous? Question rhétorique, elle avait bien compris que c'était Yitzhak. Il y en a un voix de lui, il confirme, c'est bien lui. Alors, premièrement, ce qu'elle fait, Vatika Khatsali, elle se couvre. Vatika Khatsali, pourquoi la Torah doit faire ça? Dans le passage d'avant, c'était Vatissa, Rivka, Téléa, Vatela, Titzrak. Donc elle a vu de loin Yitzhak, elle a compris que c'était lui. Voilà cette femme qui était tellement forte tout d'un coup, voilà qu'elle tombe du chameau et qu'elle se voit de la face. Et donc on a l'impression qu'elle devient plus passive ou soumise que la femme qu'elle était quand on l'avait connue près du puits. Qu'est-ce qui se passe? Et moi je crois que c'est ça la grandeur de Rivka. Si ça marche dans le couple Rivka-Yitzhak, c'est pas parce que Rivka elle est toujours la même Rivka qu'elle était au début, et que Yitzhak, comme il est un petit peu à l'écart parce qu'il y a d'autres préoccupations, il la laisse à elle diriger la maison. C'est pas ça. C'est que Rivka, c'est bien plus que ça. Elle est capable de diriger ses propres sentiments. C'est pas parce qu'elle est ambitieuse, ou c'est pas parce qu'elle est persévérante qu'elle doit rester ambitieuse et persévérante tout le temps. C'est pas parce qu'elle va à contre-courant quand elle est jeune qu'elle doit continuer à aller à contre-courant, quelles que soient les circonstances. Rivka nous montre que les midotes que nous avons, c'est des midotes qu'on peut dominer. Parce qu'elle était ce qu'elle était dans un environnement qui était l'environnement de Lavan et Bethuel. Des gens qui sont des trompeurs nés. On le verra bien plus tard après avec Lavan et Yaakov. Des gens qui trompent, des gens qui ne sont pas francs, qui ne sont pas honnêtes. Ils sont peut-être sympathiques, ils accueillent peut-être les gens, mais au fond, ce n'est pas des gens qui sont honnêtes, c'est des gens qui essaient de tromper. Et ils vivent dans un monde de mensonges. Alors, moi, Rivka, si je veux m'en sortir dans cette ambiance-là, je suis obligé de me faire une carapace. Et donc, évidemment, une des méthodes que j'ai développées, c'est je me moque complètement de ce que les gens pensent de moi. Et il sort donc cette Rivka de laquelle on a fait le portrait il y a quelques instants. Mais c'est justement pour ça qu'elle veut quitter si vite l'environnement en question. Parce qu'elle, ce qu'elle veut, c'est au contraire une maison où tu dis ce que tu penses, où tu fais ce que tu dis, où on est transparents les uns pour les autres, et qu'il n'y a pas toujours cette idée, et si tu as dit ça, tu penses à autre chose, et qu'est-ce que tu sous-entends, etc. Et donc, elle a bien sûr entendu parler d'Abraham, elle suppose qu'Israël a été élevé dans ces conditions-là, et c'est pour ça qu'elle dit Hébert. Pas parce qu'elle veut continuer à vivre comme elle a vécu là-bas, mais précisément parce qu'elle sait qu'elle n'a plus besoin, quand elle trouvera Israël, de continuer. Et c'est pour moi, c'est un grand modèle, Rivka, de quelqu'un qui nous montre que nos midotes ne sont pas acquises une fois pour toutes, mais qu'on peut très bien les moduler en fonction des circonstances. Comme vous avez souvent des gens qui vous disent ah, mais moi je suis coléreux. Non, comme ça, tu ne me fais pas, moi je ne peux pas me contenir. C'est tu peux pas. Bien sûr, tu peux. Et c'est plus facile pour toi de mettre ça sur le compte du fait que tu es comme ça, tu as été programmé. C'est comme ça que je suis. Ben change. Ben change. Mais Rivka, elle change quand elle a besoin de changer. Elle tombe du chameau, elle se couvre parce qu'elle sait qu'ici, dans la famille de Abraham et de Yitzhak, il n'y a aucune raison qu'elle continue à être celle qu'elle était là-bas. Et elle va laisser le centre de la place à Yitzhak qui le mérite. Voilà la Rivka de la paracha Traïssa. Dans la paracha Toldot, on a l'impression que on retrouve la Rivka du début. C'est pour ça que je dis que la paracha Traïssa qui nous permet de mieux comprendre ce qui se passe dans la paracha Toldot. Qu'est-ce qui se passe dans la paracha Toldot? C'est que tout d'un coup, elle redevient cette femme. Ouais, elle redevient la femme qu'elle était quand elle était jeune. Pourquoi? Mais pourquoi? Parce que justement, elle en sent un nouveau besoin. C'est le moment. Elle en sent un nouveau besoin. C'est-à-dire pour elle, cette image de sa famille n'est pas mystérieuse. Alors, un lecteur peut se dire, mais comment se fait-il que dans une même famille, où on donne la même éducation sans doute aux enfants qui en plus sont jumeaux, comment se fait-il qu'il y en a un qui tourne comme ci, l'autre qui tourne comme ça? C'est vrai ça. C'est assez décourageant parce que tu dis, bon, alors l'éducation ça sert à rien finalement. Tu éduques de la même façon, il y en a un mec qui sort comme ça, l'autre qui sort comme ça. Rivka, dès le départ, elle a compris. Celui-là, c'est le petit-fils de ce grand-père-là, et l'autre, c'est le petit-fils de l'autre grand-père. C'est ce que dit la paracha Toldot au début. Voilà, il est tombé de Yitzhak ben Abraham, Abraham est né d'Yitzhak.
ויצחק אמר לישנה וקטו את רבקה בת בתואל הארמי, מפדברה, אחות לבן הארמי, pour ceux qui avaient oublié. Et alors, on nous raconte qu'elle avait 2 enfants, 2 jumeaux en son sein. Donc, Rivka, elle sait très bien ce qui est en train de se passer. Au début, elle ne comprend pas parce qu'elle ne sait pas qu'elle a des jumeaux, mais quand on dit que tu as 2 jumeaux, elle dit ah, maintenant je comprends. Ah, maintenant je comprends. Et donc, en voyant Esav, qu'est-ce qu'elle voit en fait? Elle revoit Bethuel, elle revoit Laban, elle sait d'où ça vient. Et quand Yitzhak, lui, il n'arrête pas de chouchouter Esav, elle sait très bien pourquoi. C'est parce que Esav arrive à lui faire comprendre des trucs alors que normalement il pense autrement, etc. Tant que ça ne fait pas conséquence, ça fait tout, pourquoi pas? Peut-être qu'au contraire, c'est comme ça que Esav peut être amené dans le Berech la Torah, pas savoir. Mais quand ça commence à devenir important, quand Yitzhak est à la fin de sa vie, et qu'il décide de donner la bracha d'Abraham à Esav, alors là, elle dit, là, je redeviens ce que j'étais. C'est même pas moi qui décide, et quel que soit le moyen, je décide de faire ce que je pense est bon, être bon pour la famille et pour le peuple juif. Ce que je viens de dire là, c'est pas pour excuser les cas, c'est pas notre rôle de juger les avots et les immoraux, bien sûr, donc on n'est pas là pour les juger, mais c'est pour expliquer, on a le devoir d'essayer de comprendre. La raison pour laquelle Rivka agit comme elle agit, c'est parce qu'elle se retrouve tout d'un coup replongée dans une ambiance qu'elle connaît bien, l'ambiance qu'elle avait autour d'elle dans sa jeunesse. Et vous allez me dire, mais pourquoi elle n'en parle pas à Yitzhak? Pourquoi elle ne raconte pas tout ça à Yitzhak? Parce que raconter tout ça à Yitzhak, dans le but de le convaincre qu'il fait fausse route, ça voudrait dire lui dévoiler tout d'un coup tout ce qui s'est passé et qui n'est pas écrit dans le texte, tout ce qui s'est passé et qui fait que Yitzhak préfère ça. Et donc lui raconter finalement que ça c'est un fille hypocrite. Et que tout ce qu'il dit, en fait, il ne pense pas, etc. Et lui dire ça à Yitzhak, ça serait brisé d'un seul coup. Toute ça, alors je vais dire le mot parce que je n'ai pas le mot plus joli que celui-là, ou plus précis que celui-là, donc je vais lui dire, mais il faut le prendre au sens noble du terme. Rivka, elle est amoureuse de la naïveté de Yitzhak, mais de la naïveté au sens noble. Il y a des personnages quand ils sont grands, mais vraiment grands. Alors, ils deviennent aveugles sur la petitesse du monde. Ils ne voient pas les choses petites parce que c'est inconcevable pour eux. Ils sont à un autre niveau. Ils ne peuvent pas concevoir que des gens soient à ce point petits. J'espère que vous en connaissez tous des comme ça. Pardon? Yaakov est toujours resté avec ce... Avec la question? Ah oui, parce que j'ai posé 3 questions, je suis en train de répondre à la première. Je comprends que... Je ne suis pas encore arrivé à la deuxième, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe avec Yaakov? Alors je ne sais pas si on attend de le faire. Jusqu'à quelle heure vous voulez vraiment qu'on soit là? Non, dites-le-moi si vous voulez, moi je continue. Comme dirait ma femme, la soirée est cousue. Non, je termine avec les frères, ensuite on dira 2 mots sur Yaakov, mais pour Yitzhak, l'invite là déjà pas. À moins que. Mais si je m'interromps à chaque fois pour faire les blagues, on irait là. Bon, on va essayer de. Voilà. Donc ce que fait ici Rivka, c'est qu'elle ne veut pas dire à Yitzhak ce qu'elle pense vraiment, parce qu'elle a peur de briser en lui exactement ce qu'elle adore chez lui. Alors je ne sais pas si elle le fait pour lui ou plus pour elle que pour lui. En tout cas, elle n'a pas l'intention de raconter la vérité sur Esav. Et comme elle n'a pas l'intention de raconter la vérité sur Esav, il n'y a une seule possibilité de faire en sorte qu'il bénisse Yaakov, c'est de prendre les choses en main et de faire ce qu'il faut faire. Ça ne l'excuse pas. Mais ça permet de nous la comprendre. Quant à Yaakov, bon, Rivka, elle a la raison de Rivka. Mais Yaakov, il ne peut pas, Yaakov, lui, il n'est pas dans le coup, lui, il peut très bien dire, mais maman, on fait pas des trucs comme ça, je suis désolé, t'as peut-être des problèmes psychologiques, quand même, explique-moi ce que j'ai à voir là-bas. Et la vérité, c'est que si vous aviez un fromage devant les yeux, je pourrais davantage vous montrer à quel point Yaakov est très embarrassé. Vous savez, il y a des gens qui mentent, mais même quand ils sont obligés de mentir, ils mentent difficilement, vous voyez. Parce que le monde est divisé en deux, ceux qui savent mentir et ceux qui ne savent pas mentir. Alors, et ceux qui te mentent sans problème, effrontément, avec un naturel, mais ils te sentent des énormités, mais avec... je sais pas, vous en connaissez là. On verra juste, par exemple. On verra juste.
il sait que je comprends rien à la bagnole. Quand je donne le truc vers Tipo, le machin, c'est à la fille. Alors il me dit, bon, ça va coûter plus ou moins, je reviens dans le main, il me dit, ah bah, c'est vrai qu'il a changé ça, je lui demande de bien. Alors il m'a dit 10 000 au départ, mais finalement, c'est 25 000. Comment 25 000? Ah oui, parce qu'il y avait ça, il a changé ça, il a carburateur, le machin. Je sais qu'il ment! Elle marchait bien la voiture! Il sait que je sais en plus! Ça ne dérange pas. Il y a des gens comme ça. Je me demande toujours ces types-là, quand ils vont chez eux à la maison, est-ce qu'il continue à mentir? Ou bien est-ce que là, il dit non, oui, professionnel, c'est professionnel, et puis je ne sais pas. Le ministre des Finances, le ministre des Finances. Ah, obligatoirement le cours d'aujourd'hui, mais en général, même chose. Lisez sur mes lèvres, on n'augmentera pas les impôts. Tout le monde sait qu'il fait n'importe quoi, le journaliste il sait qui c'est, le type qui regarde le journaliste interrogé il sait également qu'il ment, mais c'est comme ça. Alors il y a des gens comme ça, qui savent mentir. Et puis il y a des gens que dès qu'ils commencent à dire un petit mensonge, ils commencent à rougir, à bégayer. Tu vois tout de suite le truc. Alors, ce qui se passe avec Yaakov, parce que c'est marrant avec Yaakov. Yaakov, c'est le seul, presque le seul, dans le fromage de Rachid, où on te raconte de manière claire qu'il a fait un énorme mensonge. Il a dit à son père lui dit, qui tu es mon fils? D'accord. Lui, je suis Esav, ton fils aîné. J'ai fait ce que tu m'as demandé. Viens et mange de ce que je t'ai préparé. Et comme vous le savez, la tradition juive, elle dit que la mida essentielle de Yaakov, c'est Emet. C'est comme incroyable. C'est Emet, je connais Yaakov. Alors le Chesed d'Abraham, je veux bien, la Goura de Yitzhak, d'accord, mais le Emet chez Yaakov, qui t'aime Emet Yaakov. Il y a un Rachid qui m'a toujours énervé, vous connaissez bien, certainement par cœur, c'est sur le Anochi Esav Bechorecha. Énervant ce Rachid. Qu'est-ce qu'il dit Rachid? Donc Yitzhak pose la question à Yaakov, Miatam. Et l'autre lui dit, Anochi Esav Bechorecha. Je suis Esav, mon fils aîné. Rachid dit, tu crois qu'il a dit ça? Non. Je suis ton fils aîné. Il a dit, Anochi Hamevi Lecha, celui qui t'apporte à manger, c'est pas ça. Ve'esav, ou Bechorecha. Quant à Esav, c'est ton aîné. Rachid qui joue ici sur les mots, sur le fait que le verbe être présent n'existe pas en hébreu. Donc Esav, Bechorecha, c'est comme Esav est ton aîné, vous voyez. Donc moi je suis celui qui t'apporte à manger, et ça c'est ton aîné. Mais qu'est-ce qu'il nous fait dire Rachid? Mais c'est parce qu'il écrit dans le Passouk. Dans le Passouk, c'est pas écrit Anochi Hamevi Lecha Ve'esav ou Bechorecha, c'est écrit Anochi Esav Bechorecha. Oui, et ça veut dire Rachid est en train de te dire, évidemment, il n'a pas contredire le verset. Rachid te dit, il a dit Anochi Hamevi Lecha, c'est pour lui-même. Ve'esav ou Bechorecha. L'autre est entendu, Anochi Esav Bechorecha. Mais lui, Yaakov, il a dit pour lui-même, je suis celui qui t'amène et Esav. Oui, d'accord, disons que c'est comme ça que ça s'est passé. Et alors, c'est pas un mensonge ça? Pourquoi? Parce que l'autre est là, parce que tu as dit la vérité, mais le mensonge c'est quand tu fais croire quelque chose à quelqu'un, c'est pas important ce que tu as dit pour toi-même. Surtout que juste après il dit, j'ai fait ce que tu m'as demandé, mais je t'ai rien demandé. Et là, Rachid derrière, tu l'as voulu. Comprenez, c'est quand même bizarre cette affaire-là. Vous savez en fait ce que Rachid veut dire? Il veut dire que le monde étant divisé en deux, Yaakov fait partie de la deuxième catégorie, c'est que le débat. Parce que vous comprenez, Yaakov, il a dû répéter devant son miroir à la maison, il va me demander qui je suis, parce que j'ai la même voix que mon frère, et bien je lui dis Anochi Esav Bechorecha. Allez, je répète, Anochi Esav Bechorecha. Non, il faut que ça sorte. Anochi Esav. Il a dû répéter 20 fois Anochi Esav Bechorecha. Il arrive devant son père lui dit Miatabni, et là, tout d'un coup, il dit Anochi Esav Bechorecha. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas capable de mentir. C'est ça qu'il dit Rachid. Rachid ne dit pas qu'il n'a pas menti. Rachid dit qu'il est incapable de mentir même quand il sait qu'il doit mentir. Vous comprenez? C'est pour ça qu'il t'a aimé mettre les Yaakov. Parce que personne, ça n'existe pas quelqu'un qui dit jamais de mensonge. Mais ce qu'on te demande, c'est que quand tu diras un mensonge, parce que tu es obligé ou parce que tu crois que tu es obligé, que ça ne vienne pas une deuxième nature pour toi. Que tu saches que c'est un mensonge. Mais toi, rougir au moins. Bégaye. Alors Yaakov fait partie de ceux qui bégayent. Et en plus de ça, Yaakov lui dira maman, mais ça risque de mal se terminer cette histoire, parce que s'il me tâte, ou là il va me toucher, peut-être qu'il va me toucher, il va dire Bénam qui me t'a raté,
Et alors je vais apparaître à ses yeux comme un imposteur. En hébreu biblique, il y a deux manières de dire peut-être que, d'envisager une deuxième possibilité. Soit c'est positif, la possibilité que tu envisages est positive, alors à ce moment-là tu dis oulai. Soit oulai c'est comme alevai, pourvu que. Soit elle est négative, c'est-à-dire que tu envisages un truc terrible, alors à ce moment tu ne dis pas oulai, tu dis peine, de peur que. Ici, normalement, qu'est-ce qu'il aurait dû dire Yaakov? Peine et mon chéri à vie, de peur qu'il me tâte et qu'il voit que je suis un imposteur. Mais qu'est-ce qu'il dit? Il dit oulai, comme pour te dire, maman, je vais faire ce que tu me demandes parce que j'ai beaucoup de respect pour toi, ok? Mais qu'est-ce que je souhaite que je ne le trompe pas? Qu'est-ce que je souhaite que lui de lui-même il arrive à comprendre que je ne suis pas ça? Oulai, peut-être que pourvu que. Oulai est mon chéri à vie, peut-être qu'il me tâte et à ce moment-là il verra et je n'aurai pas besoin de me tromper. Parce que Yaakov, ce n'est pas quelqu'un qui part faire ce que sa mère lui demande avec enthousiasme. Il part parce qu'il pense qu'il ne peut pas faire autrement, mais il espère que ça se terminera autrement. Okay? Encore une fois, ça ne l'excuse pas, mais ça l'explique. Ça ne l'excuse pas, mais ça l'explique. Et est-ce qu'il sera puni d'ailleurs, Yaakov, pour avoir trompé son père? Hein? Il va être trop intensif. Il est trompé à son tour. Pas c'est pas la vanne. D'abord, la première punition, c'est qu'il est obligé de partir. Il est puni de l'exil. Chez vous, c'est pas une petite punition. Il est obligé de quitter parce que son frère entend ça, il va le tuer. Donc, premièrement, il y a Esav qui le poursuit. Deuxièmement, il y a Lavan qui le trompe. Et comment il le trompe, Lavan? Comme lui, il a trompé son père, la même chose. Et il fait passer l'une pour l'autre. C'est pour ça que quand il se réveille le matin, il voit que c'est Léa, au lieu d'aller lui casser la figure, parce que n'importe qui d'entre nous aurait fait, c'est Léa. Qu'est-ce qu'il fait? Il lui dit, mais pourquoi tu m'as trompé? Et l'autre, il lui dit, ne route pas de Lavan. Il lui dit, mais parce que ça ne se fait pas chez nous, de faire passer les cadettes avant les aînés. Et tu ne pouvais pas me dire avant, ça fait 7 ans que je bosse pour ça. Maintenant, tu me dis que ça ne se fait pas. Que chez vous, on ne fait pas un truc pareil. Il fallait me le dire. Et au lieu de s'énerver, au lieu de casser la figure, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, bon, bah alors je fais quoi maintenant? Alors l'autre lui dit, bah, t'as qu'à travailler encore 7 ans, puisque vraiment je vois que tu veux Rachel, très bien, on va travailler encore 7 ans. Et là, franchement, quelle fausse femme, mais quelle fausse femme. Et qu'est-ce qu'il fait Jacob? Bah, Yaskel, il est d'accord avec Jacob. Et pourquoi? Parce qu'il a compris, Jacob, que ce qui est en train de lui arriver, c'est les conséquences de ce qu'il a fait lui-même. Alors quand il a dit pourquoi tu m'as trompé, la marine en même temps il a dit ça, en même temps il s'est dit je comprends qui je suis moi pour pas le tromper. Donc, première punition, c'est ça qui lui court après. Deuxième punition, c'est Lavan qui le trompe. Troisième punition, qui est la plus dure de tous, c'est ses enfants qui le trompent. Tu reconnais bien la tunique? C'est l'histoire de Yosef. Qui va le rendre endeuillé pendant des années pour rien. Et ça, Lavan, Yosef, la première lettre, c'est Alay. Alay qui l'a techa béni et la béni. Sur moi, si jamais il arrive quelque chose, c'est sur moi la pélala. C'est sur moi la bénédiction. Il tombe sur toi, sur lui. Et Aïssav, et Lavan, et Yosef. Parce que même si tu comprends Yaakov, quand on est Yaakov, alors on fait attention non pas seulement au but, mais également aux moyens d'y arriver. Et même quand il n'y a pas d'autres possibilités. Prenez par exemple David Amelech, il a fait des guerres. Est-ce qu'il avait le droit de faire des guerres? Ouais, c'était une bonne chose qu'il a fait. Bien sûr, c'est même mitzvah, il devait. Eh bien oui, mais il ne peut pas construire les village. Mais pourquoi? C'est pas de sa faute. Eh bien oui, mais c'est comme ça. Tu ne peux pas à la fois atteindre un but et l'atteindre avec des moyens qui ne sont pas des moyens qui sont compatibles avec le but en question. C'est comme ça. Et si tu le fais, ben t'es puni. Ça, c'est Yaakov. Qu'est-ce qu'il nous restait à expliquer? Yitzhak. J'ai 2 minutes pour Yitzhak ou. Non, dites-le franchement, c'est pas grave. Bon, alors je vous dis pour Yitzhak. Yitzhak, donc, quelle était la question qu'on avait posée? On avait posé la question, mais pourquoi est-ce qu'Yitzhak, finalement, dans le fond, il a choisi Esav au lieu de choisir Yaakov? C'est pas normal. Et puis, la vérité, c'est qu'il y a une deuxième question qui est encore plus forte, et qui est liée à la première. C'est qu'au moment où ça se passe, la tromperie, au moment où il se trouve en face de lui, est-ce que vraiment il est aussi naïf que ce que Rivka avait cru? C'est pas comme ça que ça a l'air, en tout cas. Puisque au moment où il arrive,
Vayavo el Avi, Vayomer Avi, c'est Jacob qui dit papa, Vayomer Vineni, oui, Miata Beni, qui tu es, de là que ça semble qu'ils avaient la même voix finalement, qui tu es mon fils, est-ce que tu es celui-là ou est-ce que tu es l'autre? Vayomer Jacob el Avi, Anochi Esav Beforecha, Asiti Kachani Barataïla, j'ai fait ce que tu m'as demandé, Koumna, Shana, Achla, Mitzeti, Babot, Tevafim, Moshecha, vas-y, je t'en prie, mange de ce que j'ai fait. Vayomer Yitzhak el non, Mazé. Mais je suis très curieux tout ça. T'as fait vite cette fois-ci. Pour me trouver. T'as eu le temps déjà d'aller chasser, d'aller préparer le truc, de m'amener. Il n'est pas si naïf que ça, ça. Mais un Vayomer. Et là, Yaakov qui avait répété la question. Il va me demander qui je suis, il a montré celle de Forecha, il a répété 50 fois. Par contre, la deuxième question, il n'a pas prévu. Ça fait vite. Alors là, comme il n'a pas prévu la réponse, elle lui échappe. Et qu'est-ce qu'il dit? Ben, c'est parce que c'est le bon Dieu qui m'a fait que c'est l'âge de Jacob. Comme ils disent les Latins, les Atachènes, Baruch Hashem, les Atachènes, Baruch Hashem. Les Atachènes. Baruch Hashem. Tu viens à l'enterrement, c'est là, mais je crois qu'on exagère un petit peu avec le. Enfin, c'est une parenthèse, mais je crois que finalement, chez nous, l'autista est chez Hachem, le Kher Hachem. Tu viens manger italien ou tu préfères manger chinois? Ils s'en foutent de ce que tu vas manger. Même il ne faut pas le mêler à n'importe quoi non plus. Alors, donc il lui dit c'est parce que la Kadosh il a fait en sorte que j'ai trouvé vite, c'est pour ça que c'était la peine. Alors qu'est-ce qu'il dit Yitzhak? Il dit ah ouais, c'est comme ça. Tout d'un coup c'est parce que c'est la Kadosh qui. Alors il dit mais ça ne me tranquillise pas du tout ce que tu viens de me dire. Parce que d'un côté, Vayomer Yitzhak Jacob, allez, approche, que je vais écrire quelque chose. Et donc l'approche, imagine la tête qu'il a en approchant. Geshana Ramouchra Beni. Il lui dit clairement, il lui dit je vais te parler, un tas de Beni à Issa, pour voir si c'était vraiment Issa ou pas. Il n'est pas du tout naïf. Il gagne chez Jacob, il traque avec Vayomushiou, Vayomer, il lui dit c'est bizarre quand même. Hakol Kol Yaakov, tu parles comme Yaakov, Ayadaïm et Issa, mais tu as les mains d'Issa, les deux comme Issa. Bon, c'est pas la question. La question c'est, si vraiment tu doutes à ce point et tu ne sais pas lequel des deux c'est, fais ce que tu devrais faire, c'est-à-dire appelle le deuxième et fais une clarification. C'est tellement important pour toi de venir l'un plutôt que l'autre. Là tu doutes, là tu ne sais pas. D'un côté il a des caractères de l'un, il a des caractères. Bon ok, alors appelle le deuxième, c'est une confrontation. Et le passage d'après, l'Oïkiro, il n'a pas su, Caillou, il a d'Arc, ça, puisqu'il y avait les mains de l'Essa, comment ça lui bénit? Mais attends 2 minutes, on n'est pas à ça faire. Puisque c'est tellement louche, puisque tu ne sais pas, eh bien vérifie. Non, il le bénit. Et après, quand il a les sables et qu'il s'aperçoit qu'il s'est fait avoir, il commence à dire qu'il s'accole, c'est normal, il dit comment, et Yitzhak, il a une réaction très curieuse. D'abord, il est très étonné. Yitzhak, Charada, Gedola, Almeod. Il est très c'est très angoissé de ce qu'il apprend. Comment? Je me suis trompé, quoi. Vayomer, vous, alors qui c'est celui qui est passé avant? Baochal, Nicole, Eterem Tavo, Bachéo, que je l'ai béni. Qui c'est? Là, j'imagine, il est vachement en colère, qui c'est? Et comment il termine le verset? Gam Baochli. Eh ben, qu'il soit béni. Qu'il soit béni. Mais mon Dieu! Tu viens de te dire que tu t'es fait avoir. Ne dis pas Gam Baochli, dis le contraire. Alors, qu'est-ce qui se passe avec Yitzhak? Et ça, je dois cette explication, je suppose qu'elle a été donnée par l'autre gamin. Moi, je la dois à mon maître, le Rav Mochko, Zichrono Livracha, le père du chef de l'électuel de Rosh Hashanah, de Kocham. Et qui nous avait dit un jour, on était à l'Yeshiva, à Seudat Shishi, bien assis, en train de manger et de chanter. Un jour, il nous avait dit, Yitzhak, sache que lorsqu'il a eu 2 enfants, il était très embêté. Parce qu'il savait qu'il devait en choisir un des deux. Mais que celui qu'il devait choisir devrait être celui qui continuerait la révolution d'Abraham, le père du peuple juif. Il ne doit pas choisir entre 2 personnalités laquelle des deux est la meilleure. S'il devait choisir entre 2 individus, lequel des deux a les meilleures qualités, il aurait certainement choisi Jacob comme tout le monde. Mais il devait choisir celui qui sera le plus à même de fonder le peuple d'Israël. Celui qui aura 12 tribus, 12 enfants. Mais pour fonder une nation, il faut quand même savoir se débrouiller dans la vie. En fait, il faut les deux. Il faut, savoir se débrouiller dans la vie, sinon tu n'es jamais indépendant,
Sinon, tu dépends de tout le monde, sinon tout le monde va t'écraser, sinon tu n'as pas d'armée, tu n'as pas de quelqu'un là, tu n'as rien. Donc il faut évidemment savoir construire une nation. Mais d'un autre côté, si tu ne sais pas quoi faire après, une fois que tu as cette nation, si c'est pour faire n'importe quoi comme les autres, ça ne sert à rien. Il faut aussi savoir pourquoi tu fais la nation. Donc il faut être spirituel et également matériel. Seulement le problème, la tragédie, c'est qu'il a 2 enfants. Et qu'il y en a un qui est entièrement Yoda Tzaï Shadé, et l'autre qui est entièrement Ish. Tape le Shawali. Et alors il se dit, alors lequel des 2 je prends? Lequel des 2 sera plus à même d'être le chef, le père de la nation d'Israël? Qu'est-ce qui est plus facile finalement? De prendre un bonhomme qui est un chasseur et de temps en temps il fait un petit peu la Torah jusqu'au moment où il finit par comprendre quelque chose? Ou bien de prendre un bonhomme qui a jamais quitté les yeshivot et de lui dire, bon, demain tu prends un fusil, tu prends un truc et tu commences à construire un pays. Qu'est-ce qui est plus facile? Même les cuirs neufs, il ne sait pas. Alors, il sera qui dit, j'y réfléchis, tu sais quoi, je prends ça. Pourquoi? Parce qu'il pense sans doute que c'est plus facile en effet. Et puis sans doute il pense aussi qu'il y a un ordre dans ce genre de choses. Tu ne peux pas construire le 2e étage avant d'avoir le 1er étage. Et avant de passer à qu'est-ce que je fais du pays, qu'est-ce que je fais de la nation, il faut avoir à construire cette nation. Alors il décide Esav. Peut-être aussi parce que Esav est quand même né le premier, quoi. Et donc peut-être c'est un signe de Dieu que c'est par lui que ça doit passer. Enfin, pour toutes sortes de raisons, entre les 2, il a décidé Esav. Comme c'est écrit dans le Passouk, il a décidé Esav, il a aimé Esav, qui ça il fait fille parce qu'il sait se débrouiller dans la vie. Au sens, le premier sens du verset. Qui Tsaïd les filles, il chasse pour lui, il sait se débrouiller dans la vie, donc c'est Esav. Est-ce qu'il est sûr à 100%? Non. Mais à 60%, oui. Entre les 2, c'est le moindre mal. Et je vais continuer à lui envoyer des livrets de Torah sans arrêt, peut-être pas un jour, ça va rentrer dans sa tête, là, ça va. Mais malheureusement, le temps passe, c'est rien qui rentre dans la tête d'Esav. Mais d'un autre côté, Yaakov, il ne devient pas plus Esav que Esav ne devient Yaakov. Alors, à la fin, il sera qui dit, bon, bah, si c'est comme ça, bah, on va bénir Esav. Et pour que tout le monde sache bien pourquoi je bénis Esav, alors avant qu'il vienne recevoir sa bracha, je lui dis, tu vas faire à manger, ok? Pour que tout le monde sache que c'est la raison pour laquelle je t'ai choisi, c'est parce que tu es le seul qui sait te débrouiller au niveau matériel. Et que pour construire une nation, si tu ne sais pas faire à manger, si tu n'es pas un chasseur, si tu ne débrouilles pas tout seul, tu vas être mangé avant même de commencer. C'est pour ça que je te choisis. Fais-moi à manger, je te bénis. Et alors arrive ce que lui pense être Esav. Et Esav lui dit, ouais, je peux pas manger, prends. Et lui, il commence à se faire si vite. Et là, tout d'un coup, qu'est-ce qu'il dit? Ben, c'est Dieu qui m'a... Hey, qu'est-ce qui se passe là? Viens voir, je regarde. T'as bien les mains d'Esav, mais tu parles comme Yaakov. Alors de 2 choses l'une. Ou bien j'avais raison depuis le début, et je pense que j'ai raison depuis le début, j'ai 90% de chance que j'ai raison depuis le début. Ça veut dire que tu es Esav, et que tu commences, léat, à comprendre qu'il y a un Dieu qui dirige le monde. Alors tu mérites la bracha. Ou alors, mais ça m'étonnerait quand même, depuis le début, que le type qui est en face de moi maintenant, c'est Yaakov. La preuve, c'est qu'il dit qu'il crache chez les fanats. Mais si c'est Yaakov, mon Dieu, t'es doué hein, pour ce qui est de la chasse. Je ne savais pas tout ça. Je ne sais pas comment tu débrouilles, mais tu les débrouilles. En plus, c'est bon. Alors, qu'est-ce qu'il se dit? Il dit, puisque tu as la voix de Yaakov et tu as les mains de Esav, tu es dans l'idéal. Franchement, je ne suis pas sûr que tu es Esav qui a appris de Yaakov, ou bien peut-être, on va savoir si c'est Yaakov qui a appris de Esav. Mais ce que je sais en tout cas, c'est que celui que j'ai en face de moi, il a mis d'un coup les 2. C'est ce que j'attends depuis le début. Si Yaakov, Yaakov, il y a bien une Esav, je l'ai mis. C'est pour ça qu'il ne vérifie pas. Pourquoi il va vérifier? Il s'en fout quelle identité du bonhomme. Ce qui m'intéresse, ce sont ses qualités. Et si tu as les 2 qualités en même temps, je te choisis toi, qui que tu sois. Sachant que je pense quand même que c'est Esav, quoi. Parce que c'est vrai que je pense depuis le début. Et puis Esav va jouer. Et puis tout à coup, il découvre qu'il s'est trompé. C'est quoi la charade de là? C'est pas que celui maintenant il disait ça. Ça, il avait déjà, c'est Yaakov, il avait envisagé un petit peu l'histoire. Mais ça veut dire que depuis le début, il s'est trompé. Depuis le début, il a misé sur le mauvais cheval. Il fait là, ça va de là. Mais après, une fois qu'il revient de son premier étonnement, qu'est-ce qu'il dit? Bien, de toute façon. Après tout, ça lui revient, puisque Kol Yaakov, il avait mis ça. Et lorsque Yaakov reparaît devant Yitzhak à la fin, non seulement Yitzhak ne l'engueule pas, mais il lui dit quelque chose de très important. Tu sais quoi, mon fils?
le petit coup que tu m'as fait là. Ouais, mais si tu crois qu'il suffit pendant 3 secondes de prendre les mains de Esav pour mériter réellement la bracha, ça veut simplement dire que tu as un bon potentiel. Mais maintenant, tu vas me faire un stage de formation et tu vas me montrer que ce n'est pas juste pour maintenant que tu as pris les mains de Esav. Je vais t'envoyer chez le plus retors de tous les patrons. Et on verra bien comment tu vas te débrouiller. C'est ça le stage. Et dans la paracha qui suit, c'est ça qu'on va voir parce que tu peux le faire à 3 parachutes. C'est-à-dire, c'est un mariage à Sarah, à Chobot, etc. Et donc qu'est-ce qu'il fait Yitzhak? Il dit à Yaakov, si c'est comme ça, va donc chez Lavan. Et Yaakov sort chez Lavan. Il sort chez Lavan, pas très content de sortir, parce que lui, de son côté, il a fait ça pour faire plaisir à maman. Et franchement, si tu lui montres son avis, il aurait préféré rester dans les tentes encore des années et des années. Mais bon, sa mère lui dit c'est dangereux, attends. Son père lui dit tu dois faire un stage, mon fils, vas-y. En plus, les deux lui disent va te marier. Ok, bon, ça, je sors. Tu sais, il y a quoi, bien sûr. Et puis tout d'un coup, au bout d'un moment, c'est pas seulement qu'il sort. Ben, il dit ça, il lève les pieds et puis il y va. Quand c'est écrit dans la Torah, il lève les pieds, ça veut dire qu'il s'identifie avec ce qui se passe. Qu'est-ce qui s'est passé entre le premier verset du parachat d'Aïtse où il y a écrit il est sorti, ça, contre son gré, donc. Et le verset 10 versets après où il y a écrit il lève les pieds et il y va, tout content. Tout content de quitter les tentes de son père. C'est parce qu'entre les deux versets, il rêve d'une échelle. Et l'échelle, elle a 2 particularités. Elle a le sommet de l'échelle qui touche le ciel, mais elle a le bas de l'échelle qui touche la terre. Et c'est seulement comme ça que les anges peuvent monter et descendre. Et c'est pour ça qu'en se réveillant, il dit à Jacob, si c'est moi l'échelle, si c'est moi qui veux être le lien entre le ciel et la terre, je ne peux pas me contenter d'avoir uniquement la tête au ciel dans mes yeshivas. Je suis aussi obligé d'avoir les pieds sur terre. Et donc finalement, si je dois aller chez Lavan, c'est aussi pour y trouver une formation réelle pour être l'homme idéal que Dieu a choisi. C'est pour ça qu'en se réveillant, alors que c'est la première fois qu'il a une vision prophétique, en se réveillant, il ne dira pas tiens, j'ai une vision prophétique, c'est bizarre. Il ne dira pas non plus pourquoi moi. Il ne dira pas non plus qu'est-ce que ça veut dire cette histoire d'échelle. La seule chose qu'il dira en se réveillant, c'est tiens, Dieu se trouve ici et je ne le savais pas. C'est bizarre que la seule chose qui le perturbe, c'est l'endroit. Comme s'il avait eu le songe avant, après dans un autre endroit, ça aurait été mieux. Non, mais ce qu'il veut dire par là, c'est moi je pensais que Dieu on pouvait le trouver où? Seulement dans les tentes de mon père. Et là je m'aperçois que même en allant chez Lavan, je peux le trouver aussi. Ça c'est une grande leçon. Ça je ne savais pas. Et bien si c'est comme ça, je vais le faire de la meilleure manière possible. Et ce que fait Yaakov là-bas chez Lavan, c'est en effet prendre sur lui réellement les mains de Esav. Et quand il revient, sans perdre la voix de Yaakov, bien sûr, et quand il revient, il pourra dire à Esav, tu sais quoi, Im Lavan, j'étais chez Lavan, mon vieux. J'ai eu tes mains. Et pourtant, comme on dit Rachid, j'ai pas changé la voix. Et toi, qu'est-ce que tu as fait? Tu es resté uniquement les mains. Moi, je suis et les mains et la voix. C'est à moi qui revient la bracha. Et c'est ça toute l'histoire de la leçon, la grande leçon de Yaakov, qui nous apprend que finalement, dans la vie, surtout si on veut être le père de la nation juive, c'est d'avoir la voix de Yaakov, bien sûr, mais également les mains de Esav. On va continuer le cycle des rabbins de notre chef, on tiendra au courant, mais de notre chef, on essaiera que puisse venir au moins une fois par mois nous dispenser ces choses. Moi aussi, je tiens à remercier j'ai une dernière demande. Après ce cours magistral, il a fait bien. Vous passez aujourd'hui, mais avant cela, c'est vraiment important. Je pense que c'est une petite gêne maintenant de vous demander de remplir. Je vous assure que pour pouvoir arriver à passer, on a énormément de très bonnes intentions. Elles ont même été explicites dans le cours d'Élie. Et Marco également vous a présenté. On tient énormément à garder contact, à pouvoir vous informer des différents cours qu'on va vous proposer. Pour ça, on a besoin de 2 minutes. Remplir les. Si vous avez rempli, c'est parfait. Ceux qui n'ont pas fait, je vous demande de le faire. Et on vous tiendra au courant de la fréquence des visites des lignes. Je peux dès à présent vous annoncer qu'on a le 15
15 novembre. La venue de Rav Yitzhak Shouaki. Manu ici présent connaît très bien. Je suppose que d'autres personnes également. Il s'agit d'un très grand érudit de Yerushalayim qui a d'ores et déjà accepté de venir me rendre visite. La semaine après le 22, le Rav Fraji Nabet, peut-être connu parmi vous de Jean-Paul Nabet à l'époque. En effet, maintenant à Jérusalem depuis déjà quelques années, il viendra aussi le 22. Le 29, c'est maintenant le Rav Uri Cherki, c'est pas encore en novembre, c'est le 6 décembre. Justement pour pouvoir préciser tout ce qu'on a besoin de garder contact avec vous, mais conservez déjà la date dès à présent. Le 6 décembre, la venue du Rav Uri Cherki qui donnera le soir même 2 cours. Un cours en français tel que vous l'avez reçu maintenant, et ensuite, pour ceux qui ne comprennent pas le français, qui n'ont pas encore commencé l'Ulpan, à l'inverse, il donnera aussi en hébreu et le même soir. Merci à tous de votre venue. Bien, une bonne soirée. Shabbat Shalom pour les gens bien et à très bientôt. Ouais.